Bienvenue à Mille et une cultures, votre émission sur la diversité culturelle. Dans cette émission, nous allons mettre des femmes à l'honneur, des femmes engagées qui portent des combats ou qui montrent des combats. Alors, dans cette première partie, nous recevons Fédoua Heditel. Fédoua est la directrice des comités régionaux des femmes de l'AFPC Québec, donc une toute nouvelle directrice. Elle est femme et coordonnatrice du comité régional des femmes de Montréal, si je ne me trompe, Fédoua. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, vous avez toujours été présente de ce que j'ai vu dans les milieux de travail, impliquée sur les comités sur la condition féminine au niveau du syndicat, l'AFPC qui représente plus de 200 000 employés du fédéral, mais aussi d'autres emplois, je pense. Ce n'est pas juste les employés du fédéral. Exact. En effet, on représente aussi ce qu'on appelle des chartes directes, des gens qui travaillent dans des milieux universitaires. D'accord. Et la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est les comités régionaux des femmes de l'AFPC? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? C'est quoi? Alors, sans rentrer dans la hiérarchie un peu complexe de syndicats, en fait, les comités régionaux représentent les priorités au fait régionales sur le point syndical. Par exemple, si on prend l'exemple du Québec, on a 7 régions qui ont des comités régionaux, entre autres les comités régionaux femmes, donc qui vont plus se spécialiser dans la question de la condition féminine. Et donc, pourquoi c'est fait de cette manière-là? C'est pour que chaque comité représente vraiment les besoins et réalités de chaque région, puisque le Québec, c'est large. Parfois, on n'a pas les mêmes enjeux d'une région à une autre. Donc, c'est séparé de façon régionale. Et ça nous aide à remonter, au fait, les enjeux en bas des milieux de travail de chaque région jusqu'à la sphère un peu plus haute pour pouvoir représenter tous nos membres. Voilà. Puis j'imagine que ce travail de remonter des 7 régions de la base vers le haut, c'est le travail que vous faites comme directrice. Ouais. Exactement, ça fait partie. C'est sûr que, humblement, je vous dis que moi, je suis nouvellement dans cette position. Ça fait moins qu'1 an et bon, ça coïncidait avec le début de Covid. Donc, je suis en train aussi d'apprendre un peu c'est quoi les rôles et responsabilités de la directrice pour la condition féminine au sein de notre syndicat. Mais en gros, comme vous dites, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que chaque région, en fait, chaque région a une coordonnatrice aussi. Et cette coordonnatrice-là, je tiens des réunions avec elle de façon régulière. On a une communication régulière pour remonter, au fait, les enjeux puis les priorités qu'on juge pour nous des enjeux qui doivent être montés à une sphère plus haute, que ce soit des résolutions ou que ce soit des priorités pour même d'autres organisations qui partagent les mêmes priorités. Voilà. Et vous vous êtes donné comme mission quand on vous a mis à ce poste-là, j'imagine que c'est une élection, ça s'est fait par élection. Voilà, donc quand vous avez été élu à ce poste-là, vous êtes donné comme mission de vous attaquer à l'inégalité des sexes en milieu de travail et dans les communautés. En 2020, et dans la sphère fédérale, la fonction publique fédérale, la question qu'on se pose, c'est est-ce toujours un enjeu? Malheureusement, oui. C'est toujours la réponse. Je veux dire, ça surprend des gens. Puis c'est sûr que nous, ici, on est au Canada, donc bon, c'est peut-être moins flagrant que dans d'autres pays de façon globale. Mais oui, et surtout, au fait, ce qu'on veut s'assurer, c'est que nous, en tant que syndicat aussi, tout ce qui est inégalité, que ça soit dans l'égalité salariale ou l'égalité du genre, c'est des priorités qu'on a. Et donc, on veut s'assurer, dans nos milieux de travail, que tout est respecté par rapport à... On respecte beaucoup la Charte des droits. On respecte sous toutes les législations en fait qui nous donnent le droit de ne pas avoir de discrimination. Donc, à partir du moment qu'on entend qu'il y a une plainte de discrimination ou qu'il y a une plainte d'inégalité dans, par exemple, l'emploi ou le salaire,
on s'assure que cette législation-là, elle est appliquée, que ça fait partie de nos priorités. Malheureusement, on a encore des cas où pas beaucoup là, mais on a encore des cas où on doit intervenir. Ouais. Okay. Et parlant de ces cas-là, c'est quoi les plus récurrents? Quels sont les enjeux les plus récurrents que vous voyez, vous? Ben, le plus récurrent, au fait, c'est les milieux de travail parfois. Il y a des milieux de travail qu'on va voir qui sont beaucoup plus majoritairement des hommes. Donc, il n'y a pas une vraie représentation de notre société. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on fasse un petit peu une enquête pour voir, mais qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui se passe et pourquoi il n'y a pas une même opportunité peut-être qui est donnée aux femmes. Donc, des fois, on peut voir que c'est tout simplement une culture, hein, une culture. Si on donne un exemple, on peut voir par exemple dans le milieu du génie ou de l'ingénierie, il y a une plus grande majorité d'hommes que de femmes. C'est tout simplement parce qu'on a encore un travail à faire pour attirer plus de femmes dans ces milieux-là. Donc, de s'assurer qu'il y a une bonne représentation et qu'il n'y a pas des choses qui freinent la représentation de la femme dans ces milieux-là. Donc, de leur donner le tremplin qu'ils ont besoin, au fait, pour avoir ces mêmes opportunités-là. Voilà. Et j'imagine qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Là. Vous avez dû faire comme un bilan, puis voir les actifs. Voilà ce qu'on a acquis au cours des années, puis vous donner des objectifs pour aller de l'avant. C'est ça? Absolument. C'est sûr que l'Alliance, surtout les femmes, ont fait des grands gains, surtout dans les années 80 et 90. Et puis, c'est des gains qui ont été, c'est des gains pour la société, que ce soit par exemple les congés parentaux, par exemple. Donc ça a été vraiment initié par un groupe qui faisait partie de le groupe CR, qui faisait partie de notre syndicat, et que par la suite, la société a pris un modèle là-dessus. Donc, la représentation aussi des membres dans les conseils, qu'on s'assure qu'il y a assez de femmes, qu'on a plusieurs gains. C'est sûr que on s'assure, notre mandat aussi reste qu'on veut toujours mobiliser, éduquer, sensibiliser les gens, les membres à ces enjeux-là. Et on continue, ça c'est un de nos plus gros challenges. Tant que tout le monde est informé, éduqué sur le sujet, je pense que ça va bien aller. Voilà. En parlant de sensibilisation, on enregistre ce 25 novembre, qui est d'ailleurs une journée de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Et comme responsable syndical à la tête de ces comités régionaux d'équité, et comme femme, j'imagine que vous et vos collègues des minorités racisées, les membres des peuples autochtones, vous êtes très impliqués dans ces combats-là, puis il y a une convergence quelque part de vos enjeux? Bah, absolument, parce que nous, c'est ça, on vise un peu le côté social, l'engagement social qu'on a comme devoir au sein de notre syndicat. Les groupes d'équité, les groupes des femmes, on travaille toujours conjointement. Les groupes racisés aussi. On est des alliés pour toutes les femmes autochtones. Bien sûr, on les appuie sur les combats qu'elles mènent. Donc, c'est tous des enjeux importants qui sont très prioritaires pour nous, qu'on s'assure de tenir, en fait, de donner la main à ces organisations-là pour s'entraider. Mais en effet, non seulement on parle au nom des femmes, mais on s'assure qu'il y a une inclusivité pour tous les groupes, que ça soit les différences dans les genres, dans la diversité, dans les groupes racisés, donc bien sûr, qui représentent vraiment notre société aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, en effet, une meilleure représentation de la société canadienne et québécoise au niveau de la fonction publique. C'est un de nos grands mandats, exactement. Voilà. Et concernant plus précisément la question des femmes autochtones disparues, assassinées, victimes de violences, vous, quel message portez-vous au niveau de la FPC, mais aussi comme directrice du comité régional des femmes?
Ben, pour nous, ça a toujours été, notre alliance avec les femmes autochtones a toujours été prioritaire. La question autochtone aussi au sein de notre syndicat est aussi très prioritaire. On a le mandat aussi de représenter, on a des membres aussi autochtones. Donc, ces enjeux-là, le comité des femmes a toujours mobilisé ses membres pour supporter les femmes autochtones dans ces combats-là. Ça nous touche énormément aussi. Donc, on dénonce les mêmes injustices et on les supporte. Et en principe, en général, on est souvent impliqué dans leur mobilisation, dans leurs activités. Surtout que ce soit des organisations locales ou du niveau de toute la province. On porte vraiment la chandelle avec eux, puis on s'assure d'être parmi elles. Voilà. Mais oui, en effet, c'est des choses qui nous tiennent à cœur et qui font partie des priorités des comités de femmes de notre région. Ouais. Oui. J'ai vu comme une campagne de la robe rouge, j'ai vu des actions menées pour qu'il y ait un accès à l'eau potable. Des fois, on se dit, on est au Canada, on parle de campagne pour accès à l'eau potable. Que ça soit porté par votre syndicat, je trouve que c'est extrêmement important. Vous avez plus de 200 000 membres, puis un réel pouvoir sur la société quand même. Et on va bientôt... Oui, allez-y. Non, c'est ça. Puis je voulais aussi ajouter, il y a le côté éducation aussi. Fait qu'on s'assure d'inviter, par exemple, des conférencières sur le sujet pour qu'elles nous informent de leur réalité, de ce qu'elles vivent et de comment nous, on peut les supporter. Donc, il y a tout ce volet-là. Oui. Voilà, un volet éducation pour vos membres même. Et pour conclure, Nadia, un vœu, ou plutôt un acquis qui serait pour vous la marque de votre passage, que vous êtes passé à l'AFPC puis que vous laissez comme votre marque. Ben, c'est sûr que, désolée pour le bruit de fond. C'est correct. Je pense que personnellement, puisqu'on est dans une période où on est en train de s'adapter un peu à une nouvelle réalité, on est habitué en tant que comité de femmes d'être beaucoup plus sur le terrain. On s'assure de faire des activités, de se rencontrer en présentiel et ça fait beaucoup partie de la collaboration puis l'esprit féministe aussi. Et donc, j'aimerais continuer de collaborer, bien sûr, avec les femmes et avec tous les groupes de femmes, que ce soit les femmes autochtones, les femmes des groupes racisés, les femmes des LGBTQ2+. Donc, de continuer à collaborer avec les femmes, puis bien sûr de les représenter au meilleur de ce que je peux, en tout cas, là, pour entendre, en fait, parler au nom des femmes. Et de continuer, en fait, vers cette direction-là. Merci beaucoup, Nadia, pour le temps que vous nous avez consacré. Puis on vous souhaite bonne chance pour ce mandat-là. Merci beaucoup. Nous allons maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Dans le contexte actuel, plusieurs d'entre nous avons remis à plus tard nos voyages à l'étranger. Par contre, les occasions ne manquent pas pour s'évader. C'est ce que nous offre le marché de Noël allemand de la ville de Québec, une initiative de la communauté allemande de Québec. Dans le respect des mesures sanitaires prescrites par les autorités, l'équipe du marché de Noël allemand de Québec a transformé les jardins de l'hôtel de ville en jardin de Noël allemand. Un espace féerique et lumineux, ouvert au public depuis le 21 novembre et qui reste ouvert jusqu'au 3 janvier 2021. Il s'agit d'un décor de Noël avec des centaines de lumières, des traditionnels éléments décoratifs du marché de Noël allemand et de la musique d'ambiance. 5 kiosques aussi seront quand même ouverts, faisant connaître des produits allemands et des produits de commerçants du Vieux-Québec. L'accès au site est gratuit tous les jours, 24 heures sur 24. Visitez le site internet et la page Facebook
marché de Noël allemand de Québec pour des mises à jour. Montréal offre également un parcours féerique dénommé les Jardins d'hiver et c'est jusqu'au 3 janvier également dans le quartier des spectacles. Les organisateurs vous invitent à visiter cette installation inédite sur l'esplanade extérieure de la place des Arts, offrant un chemin féerique qui vous permettra de vous émerveiller devant le grand sapin, admirer le décor de Noël traditionnel alsacien, ainsi que les petits chalets qui seront le théâtre de petites scénettes merveilleuses. Une escapade du style qui vise à soutenir la culture, le divertissement et la solidarité. Les Jardins d'hiver sont une initiative de l'organisme Village de Noël de Montréal. C'est gratuit et toutes les informations sont sur noelmontréal.ca ainsi que sur les pages des réseaux sociaux de l'organisme. La pandémie est aussi une source de créativité. Le marché Jean Talon innove avec son tout premier véritable marché de Noël. C'est jusqu'au 23 décembre, donc dépêchez-vous. Et même si le marché de Noël de Laval n'aura pas lieu cette année, il y a toujours Illumi Féerie de Lumière présenté par Cavalia avec son parcours en voiture pour un émerveillement en toute sécurité. Toutes ces propositions de sortie vous invitent à découvrir, redécouvrir et encourager les artisans d'ici et de garder allumé en vous la chaleur du temps des fêtes. Les règles sanitaires doivent toujours être suivies et respectées à la lettre. Ce n'est pas le temps de se relâcher. Donc, à défaut de vous rendre sur place à cause des limitations sur les sites, plein d'options sont offertes également en ligne. Alors, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes. Dans la seconde partie de cette émission, nous recevons Nadia Seboussi, artiste en art visuel et médiatique, boursière de la Fondation Brofman en 2013. Le travail de Nadia se penche sur les conflits armés et ce qu'ils engendrent, violence, migration, perte et exil. Elle s'intéresse au statut de l'immigrant, aux histoires postcoloniales ainsi qu'aux rapports complexes qu'entretiennent l'Orient, l'Occident, le Sud et le Nord, de même qu'à la problématique du déplacement. Le déplacement qui est très présent dans sa création, comme vous allez le découvrir. Nadia, qui est avec nous en ligne, bonjour. Bonjour. Voilà. C'est un plaisir. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Mille et une cultures. Nadia, on va d'abord s'attarder à ce qui vous a amené aux arts visuels et médiatiques. Vous êtes d'origine algérienne, à Montréal depuis 2002, et je pense que c'est là que vous avez commencé une formation en arts visuels et médiatiques. Hein? Je disais que le domaine artistique, le domaine des arts, c'est un domaine que j'ai fréquenté même quand j'étais en Algérie, du moment que je travaillais en tant que journaliste dans la presse écrite francophone, dans la rubrique culturelle. Et mon travail a été d'aller rencontrer justement des artistes peintres, des artistes de la scène, du théâtre. La pratique de la peinture, des arts visuels est quelque chose qui me nourrissait énormément. Et je me suis dit, tant que je refais ma vie en venant au Québec, c'est une autre opportunité. Pourquoi ne pas faire des études en art visuel et médiatique et devenir enseignante par la suite? Donc, ça a été ça mon projet quand je suis venue au Québec. Je voulais démarrer une nouvelle vie, et une nouvelle vie en faisant ce que j'aimais le plus, ce qui me tenait à cœur. Une continuité de votre pratique que vous aviez quand même en Algérie avec votre métier de journaliste aussi, puis la pratique de la peinture. Comment vous décrirez votre démarche artistique actuellement, donc depuis que vous avez fait votre formation en art médiatique et visuel? Ma démarche artistique a été motivée par mon vécu en premier et puis par le vécu des personnes qui m'entourent. Je me suis retrouvée, malgré moi, confrontée à la question du déplacement, à la question de l'exil, du déplacé. Et même si je considère que je ne suis pas exilée, que ça a été par choix, que c'est un déplacement,
et il reste qu'est-ce que c'est l'immigration, qu'est-ce que c'est l'exil, comment on se sent dans l'exil, comment on se construit, comment on s'intègre. Donc, c'est toutes des questionnements qui sont venus se greffer à ma démarche d'artiste qui, au départ, je me questionnais sur la violence politique qu'a traversé mon pays, l'Algérie, durant la décennie noire. Donc, parallèlement, je commençais à me questionner sur la violence politique que mon pays avait vécue et sa représentation à travers les médias. Donc, au départ, c'était la question de la représentation de la violence dans les médias. C'est ça qui m'intéressait et que je voulais explorer. Mais vite, j'étais rattrapée par la condition de l'immigré ou de l'immigration. Et je me suis retrouvée à travailler plus dans ce sens-là. J'ai entamé des études en maîtrise. Je m'intéressais à la représentation de la violence à travers les médias. Je suis revenue à ça et je me suis intéressée au photojournalisme et la pratique du photojournalisme durant la guerre civile en Algérie. Donc, c'est une thématique que avec laquelle j'ai commencé quand j'ai fait mon bac, mais j'ai terminé ma maîtrise en explorant ce questionnement. Je suis revenue à ce questionnement. D'accord. Donc, de l'exil, mais aussi du statut de l'immigrant quelque part, là. Donc, vous êtes parti de l'exil et des violences politiques vers le statut de l'immigrant dans un contexte où l'immigrant est des fois perçu comme une menace, hein. Donc, vous avez un rôle important à jouer. Et dans le contexte particulier de la COVID-19 aussi, est-ce que c'est plus facile de porter ces messages quand on est en art visuel et médiatique, le numérique étant un support que vous connaissez déjà? C'est un plus, mais il reste que le travail de médiatisation et d'information reste le même. Ce qui fait que c'est un travail ardu de parler de l'immigration, de l'immigré. C'est vraiment difficile parce qu'on ne peut pas essuyer toutes les facettes. On ne touche qu'un côté, qu'un plan c'est-à-dire que toute mon exploration dans mon travail du statut de l'immigrant et du déplacé, ça a été des métaphores. Je suis arrivée à toucher du vécu, mais j'avais interviewé des gens qui sont venus demander le statut de réfugiés politiques et qui ont fui les violences en Algérie et qui sont rentrés par les frontières en tant que réfugiés politiques. Alors, c'est une condition assez spéciale au point que ce n'est pas n'importe qui s'identifie à ce parcours. C'est un parcours très difficile qui d'autant plus que après ces gens-là deviennent des immigrants parce qu'ils obtiennent le statut de réfugiés politiques et deviennent des immigrants et ils ont leur résidence, ils ont leur papier, puis voilà. Mais qu'est-ce que vous utilisez comme procédé? Ça reste le message, comment il est perçu. Qu'est-ce que vous utilisez? Je travaille avec la vidéo, avec les vidéos. Voilà, vous parlez d'installation, c'est ça? D'installation vidéo, oui. Voilà. Je filme, je prends des plans vidéo et puis je fais des installations dans l'espace en essayant de combiner plusieurs sortes de films. Donc, ce que j'offre, c'est une expérience immersive. D'accord. Immersive dans l'univers de la vidéo. Oui, dans le vécu de ces immigrants-là, disons. Est-ce que l'inspiration est toujours présente dans une période aussi angoissante et challengeante, là? Voilà. La COVID? Oui. Pendant la COVID? Oui. Ben, c'est très difficile de travailler quand on fait les arts médiatiques, c'est-à-dire quand on travaille avec d'autres personnes. C'est difficile dans la période de la COVID parce qu'on est confronté à être seul et à retourner la caméra vers soi-même. Parce que
on peut pas travailler avec, comment on ne peut pas travailler avec les autres, on travaille avec soi-même. Moi, pendant la période de la Covid, j'ai exploré le texte. J'ai exploré le texte dans le but de plus tard d'explorer l'oralité et comment on retient un texte par l'oralité. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai été vers l'écriture et ça m'a aidé à traverser la période de la Covid. Voilà. Donc, j'ai vu que vous étiez en résidence d'artiste pendant cette période-là à Longueuil, beaucoup de textes, mais avec une certaine nostalgie. On va conclure par un dernier souhait pour cette décennie qui est amorcée de façon assez tragique. Ce que je souhaite, c'est par rapport d'abord à ce qu'on est en train de vivre à l'échelle internationale, la question de la COVID-19. Je souhaite qu'il y ait moins de morts, qu'on puisse trouver le moyen de sauver plus de vies, que la situation s'améliore et puis qu'on reprenne notre vie, je ne dirais pas comme avant, parce que c'est après Covid, on ne peut pas ignorer tout ce qui s'est passé avec cette période de la Covid, mais souhaitant de la santé pour tout le monde. C'est mon souhait. Merci beaucoup, Nadia. On te la souhaite aussi, une bonne santé, puis beaucoup de projets en 2021. On va voir qu'est-ce que vous allez faire de cette exploration de l'écrit, de l'oralité. Merci. Voilà. Merci à vous qui nous suivez à la maison. N'hésitez pas non plus à nous écrire pour nous donner vos suggestions. Si vous voulez aussi participer à l'émission, écrivez à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de l'écran. Puis on vous dit à la semaine prochaine.